Prochain échange avec le numérique inclusif. Beaucoup en parlent, peu en font vraiment. Parole donc à ceux qui agissent aujourd'hui. On a le plaisir d'avoir avec nous ce matin Maria Noël qui dirige France Digital, le fondateur de Simplon, Frédéric Bardot, et Pierre-Yves Caloc, le CDO de Pernod Ricard. Ils sont interviewés par Geneviève Petit qui nous rejoint. Bonjour à tous, bienvenue. Maria Noël qui nous rejoint. Super. Bonjour. Et Frédéric dans la foulée. Super. Bonne discussion. Bon, alors il est midi, vous en avez plein le dos pour être poli, donc on va s'étirer un petit peu là pour se réveiller. Je vous invite à faire pareil. Et on va aborder un sujet, le numérique inclusif. Alors il y a 15 jours, j'étais à une conférence d'Édouard Louis, l'auteur notamment d'Eddie Bellegueule, et il disait en fait l'important. Il parlait d'accès à la culture. C'est pas les gens qui sont dans la salle, c'est les gens qui sont en dehors de la salle. Et là, aujourd'hui, eh bien, le numérique inclusif, c'est ça. C'est 14 millions d'adultes en France qui ne savent pas se servir de tous les outils dont on se sert au quotidien. C'est ça dont on va parler pendant un quart d'heure. Et donc, on va commencer avec vous, Maria Noël, qui dirigeait France Digital. Donc, déjà, parlons de diversité de profils. On voit dans la salle, sur scène, beaucoup de, les Américains diraient des WASP, des blancs nés dans des bonnes familles, etc. Vous, c'est quoi votre action pour que ça se diversifie un petit peu plus ? Alors c'est vrai, et encore plus quand on va dans des événements de France Digital qui réunissent beaucoup d'entrepreneurs et d'investisseurs, qu'on est effectivement sur une grosse population de mâles, principalement, et plutôt blancs. Nous, les actions qu'on essaye de mettre en place chez France Digital, c'est déjà de parler du numérique, de faire comprendre au plus grand nombre ce que c'est, comment ça fonctionne. Nous, on est né il y a 10 ans avec véritablement cette volonté de faire comprendre les métiers du numérique. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une start-up ? Qu'est-ce que ça veut dire être un investisseur, faire du capital risque ? Donc il y a cette notion déjà de communication. Donc justement, nous, une de nos spécialités, c'est de savoir mettre en relation des entrepreneurs avec des investisseurs. Et ce qu'on essaye, c'est faire en sorte que les investisseurs qui sont majoritairement parisiens, déjà viennent en région, rencontrent des profils un peu différents. Et nous-mêmes, on est assez proactifs dans les entreprises qu'on va sourcer. On va essayer d'aller les chercher dans des endroits un peu différents. Par exemple ? On va avoir des partenariats avec des écoles, des partenariats avec des associations locales qui vraiment ont un pied sur le terrain et qui peuvent aller sourcer des entrepreneurs qui sont autres que ceux qui voient habituellement sortir d'HEC ou de Polytechnique. Rappelons un peu d'ailleurs, qu'est-ce qui constitue France Digital ? Alors France Digital, c'est un regroupement de start-up et d'investisseurs. C'est le principal regroupement en Europe. On a 2000 adhérents. Et donc, on a un board élu chaque année qui représente 10 entrepreneurs et 10 investisseurs de capital risque. Et bon, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a quand même un board qui est mixte. On a moitié de femmes, moitié d'hommes. C'est déjà une première victoire. Mais c'est vrai que ça reste quand même des personnes qui ont plutôt fait des bonnes études et qui sont plutôt blancs, effectivement. Et puis, il n'y a pas que ça d'ailleurs, dans la diversité, il y a aussi les handicapés, 10% de la population. On n'en voit pas beaucoup des gens en fauteuil roulant ou ouvertement dans des histoires de profils psychologiques un peu compliqués mais qui marchent très bien dans le digital. Comment est-ce qu'on peut les faire émerger, ces gens-là ? Encore une fois, c'est une question de sensibilisation. On n'a pas l'habitude de les voir et parfois on n'y pense pas. Nous, on a signé un partenariat avec Handilab cette année où justement le principe, c'est d'essayer de faire en sorte que le numérique, les entreprises qui se créent, l'innovation soient au service justement de ces personnes-là. Et les meilleures personnes pour développer ces innovations sont quand même celles qui sont au contact au quotidien des handicapés. Et donc, nous, c'est ce qu'on essaye au fur et à mesure de constituer cet écosystème où justement on sort des personnes qui ont initialement créé ça. Donc France Digital, ça a été créé par Marie Eklund, Jean-David Chamboredon, Frédéric Mazella, des entrepreneurs et des investisseurs qu'on connaisse tous, qui ont été, on va dire, plutôt chanceux dans leur vie. Et il y a un effet boule de neige où ceux qui rejoignent notre association sont effectivement
viennent un peu par bouche à oreille. Donc nous, on a une nécessité d'être vraiment proactif quand on constitue des partenariats avec d'autres associations, des incubateurs, des accélérateurs, pour aller faire en sorte que les personnes qui vont ajouter à notre réseau apportent aussi de la diversité. Donc voilà, je parlais d'Handilab. Récemment, on a aussi signé un partenariat avec Singa. Donc voilà, c'est quoi ça ? Singa, c'est une association qui est spécialisée sur les cultures internationales, sur l'ouverture à de nouvelles cultures, et notamment ça nous permet de créer des liens avec des entrepreneurs qui sont issus d'autres pays, qui ont décidé de s'implanter en France et qui n'ont pas forcément le bon réseau pour se développer. Très bien, ça fait la bonne transition avec Frédéric Bardot. Vous avez le même âge que Maya, vous avez 10 ans aussi. C'est ça. Et donc, qu'est-ce que c'est que Simplon, déjà, pour démarrer ? C'est un réseau d'écoles, il y a 130 écoles dans 25 pays qui fonctionnent toutes sur le même principe. C'est des formations gratuites et très très inclusives aux métiers de la tech, plutôt les métiers techniques. Donc pas forcément les métiers du marketing ou de la communication, mais plutôt les métiers de la data, de l'IA, de la cyber, du dev, du métavers, de la blockchain. Et donc on va chercher des personnes qui ont vraiment besoin de bosser et qui sont sous-représentées dans le monde du numérique. Donc on a un taux anormalement élevé de femmes dans nos formations, de 45%. Et on forme 6000 personnes par an, on a 12% de personnes en situation de handicap, presque 19% de personnes réfugiées, donc on travaille avec Singa. Et puis on a surtout 50% de personnes qui sont au niveau bac ou infra-bac, parce que le marqueur d'inégalité très fort en France et dans plein d'autres pays, c'est le diplôme. Voilà, donc on est sur ce créneau-là et on travaille aussi sur les compétences numériques de base, parce que vous en avez parlé au début, les 14 millions d'illettrés du numérique. On ne peut pas faire une transformation numérique avec des gens qui ne savent pas gérer le numérique. Et donc on essaie de les garder dans le train en les formant non pas à être développeurs, mais à utiliser un ordinateur. Comment vous allez vers ces gens-là ? Alors, on a aussi un réseau de prescripteurs. On travaille avec les associations culturelles, sportives, d'éducation populaire, le service public de l'emploi, donc Pôle emploi, les missions locales, les régies de quartier, les maisons de l'emploi. Et on source nous-mêmes, on fait de l'acquisition, pour parler avec les mots d'ici. Donc, on va dans des événements. J'ai passé 4 jours à la Paris Games Week et là, j'ai vu passer plein de gens qui adorent les jeux vidéo et qui n'aiment pas trop l'école. Et ça, c'est une zone de chalandise pour nous qui est extraordinaire, les décrocheurs scolaires. Et donc, en fait, on déploie beaucoup d'énergie pour sourcer. Notre premier métier, c'est aller sourcer les gens et après on les forme et après on trouve des entreprises engagées. Il n'y en a pas beaucoup. Ah, bah oui, forcément, il faut le dire. Non, on met les pieds dans le plat ou pas? Oui, allons-y, oui, bien sûr. La diversité, c'est comme l'ESG, c'est comme le greenwashing. Donc il y a du diversity washing, il y a beaucoup de gens qui en parlent, très peu qui agissent concrètement et surtout on n'agit pas quand ça fait vraiment mal. Donc quand on est sur des gens en situation de handicap, sans diplôme, seniors, quand on est sur des trucs qui font très mal, là il n'y a plus beaucoup d'entreprises qui jouent le jeu. Là, Par contre, les femmes, ça, il n'y a aucun souci. Oui, les femmes, on a compris que c'était des animaux comme les autres, mais les autres, non. Non. Et puis on veut une femme diplômée, sans handicap, voilà, c'est mieux. Et ça. alors du coup, comment on peut changer ça ? Eh ben, en fait, je comprends pas parce que tout le monde n'arrête pas de dire qu'on n'arrive pas à recruter, etc. On a des problèmes de talent acquisition, etc. Mais en fait, les pratiques RH, elles bougent pas. C'est-à-dire qu'en fait, on recrute toujours les mêmes endroits, toujours les mêmes écoles, toujours les mêmes types de profils. L'entre-soi. Ouais, c'est vraiment ça. Non, mais je pense que c'est par méconnaissance et parce que c'est plus compliqué et pas du tout par mauvaise volonté. Mais donc, comment on peut changer ça ? Il y a des écoles, il n'y a pas que nous, il y a plein de gens dans la grande école du numérique qui vont vers des publics un peu différents. Il y a des manières de sourcer qui sont différentes. Puis surtout, il faut faire, comme vous le savez ici, il faut faire des POC. Et en fait, on se rend compte que ce qu'on imaginait être un risque, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué que d'habitude. Mais une fois qu'on a créé la route, en fait, après, les gens, ils en redemandent. C'est-à-dire que et puis, ils sont peut-être aussi, ils restent peut-être plus longtemps. Ils sont moins chers, ils ont moins de turnover, ils complètent très bien les ingés et les bac plus 15 et les PhD de data scientist, parce que beaucoup de gens en fait sont surcapés dans le monde du numérique. On va prendre un data scientist et on va lui faire nettoyer des fichiers CSV. Donc ça n'a aucun sens de prendre un bac plus 15 pour nettoyer, pour être data analyst, et ça n'a aucun sens de prendre un ingénieur pour lui faire du dev Python. Je veux dire, un métier de développeur. Quand est-ce qu'on va les mettre tous dans la salle, les responsables RH, pour les fouetter ensemble, pour que ça bouge ? Écoutez, je sais pas, mais ce jour-là, je serai là et j'applaudirai des deux mains et j'aurai aussi une plume et pas seulement un fouet. D'accord. Oui, vous avez des arguments. Pierre-Yves Caloc, en fait, vous dirigez le digital chez Pernod Ricard. Ça me fait tout drôle de vous dire vous, parce que je connais bien. Non, mais c'est bien, moi j'aime bien, ça n'exclut pas la salle, et comme on parle d'exclusion. Et donc, avec vous, on va parler d'un programme de reverse mentoring. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez mis en place ?
Alors, la responsabilité qu'on a dans une entreprise comme Pernod Ricard, qui aujourd'hui fait 95% de son chiffre d'affaires à l'étranger, c'est d'inclure l'ensemble des employés dans la vague digitale qu'on est en train de mettre en place à l'intérieur. Il faut faire attention de n'exclure personne et d'embarquer tous les employés. Et si on veut qu'un programme d'embarquement de tout le monde fonctionne, il faut commencer par des personnes qui sont clés chez nous, qui sont les directeurs de filiales. Donc on a à peu près 75 directeurs de filiales dans le groupe. Et si on veut que ces directeurs de filiales allouent du temps à leurs équipes pour se former, pour comprendre, pour innover, pour investir du temps, etc., il faut commencer par cette population qui peut être avoir peur, parce qu'on a des seniors dans ces populations-là. Et donc on était parti de ce principe de comment est-ce qu'on embarque les directeurs généraux de nos filiales. Et est venue cette idée en fait de jeunes personnes qui venaient dans l'entreprise de dire mais moi je peux les former, moi je sais comment on utilise un profil LinkedIn, moi je vais sur, à l'époque c'était Facebook, il n'y avait pas encore Instagram, c'était il y a 3-4 ans. Et donc on a commencé à lancer ce programme. Donc initialement on a fait un test qui a moyennement marché parce qu'on s'est aperçu qu'il fallait qu'on mette en place une structure pour qu'un programme de reverse mentoring fonctionne, parce que des jeunes qui vont aller former, donc qui viennent d'arriver dans l'entreprise, qui ont 20-25 ans, qui vont aller former une personne qui a 40-45 ans, qui est la personne la plus haute gradée dans leur pays, c'est pas facile. Donc en fait on a mis en place toute une structure où on a recruté les bonnes personnes, donc les mentors qui sont ces milléniums pour caractériser. Comment vous les avez repérés, eux ? Alors en fait, on est passé par les ressources humaines de chacun des pays pour identifier les personnes qui avaient à la fois cette fibre digitale et puis la capacité d'aller engager une personne assez senior. Les désinhibés qui sont produits digital. Exactement. Donc en fait, pour les désinhibés, on leur a expliqué que leur rôle était important, leur montrer qu'ils avaient des connaissances que n'avaient pas leurs futurs mentees, et on leur a fourni un cadre, c'est-à-dire qu'on leur disait voilà, une fois par mois, voilà le premier sujet à traiter, on leur donnait un peu de contenu et après qu'ils allaient personnaliser localement. Donc par exemple, il y avait ce qu'on appelle le online to offline, le fait de faire ses courses en magasin en regardant son téléphone, etc. Et puis il y a la personne qui est à Singapour, par exemple, qui a complètement personnalisé, qui a amené son DG dans un magasin pour faire l'expérience avec lui. Il y en a qui ont aidé leur directeur général à créer leur profil LinkedIn de A à Z, comment est-ce que j'importe une photo, comment est-ce que je rédige, etc. Et c'est un gros avantage. Oui, parce que finalement, les patrons sont aussi des illettrés du digital, il faut être clair. Hein. Alors il y a toute une partie, c'est-à-dire que comme dans toutes les populations, il y a des gens qui sont très avancés, on a tendance à voir cela, mais il y a aussi plein de gens qui sont au milieu et puis des gens qui sont très en retard. Et donc il faut réussir vraiment à embarquer tout le monde, créer un niveau minimum de compréhension pour ces populations-là. Alors ce programme, il se déroule sur combien d'années ? C'est un programme pérenne Alors en fait, on a été en plusieurs étapes. Donc la première étape, ça a été ce programme de reverse mentoring. Donc ça a été 10 sessions une fois par mois sur un an. Et ça, en fait, ça a vraiment créé ce premier appétit. C'était quand ça ? Donc ça, c'était il y a 3 ans et demi. Mm-hmm. Et puis donc la deuxième étape, c'est qu'une fois qu'on avait ces directeurs généraux qui avaient le niveau minimum, on s'est dit, voilà, maintenant il faut vraiment qu'on arrive à notre objectif final qui est d'embarquer tous les salariés. Et donc là, on a créé un autre programme à destination de quasiment tous les employés. Donc on est à peu près à 8000 employés avec un programme qui s'appelle D-Passport, donc Digital Passport, avec différents cours. Donc là, vous voyez, j'avais oublié de présenter les mentors et leurs mentees. Et donc sur la deuxième année, on a créé un programme digital là pour tous les employés en expliquant c'est quoi le marketing digital, c'est quoi le e-commerce, donc des modules relativement simples et avec des quiz et des petites sessions localement dans chaque filiale pour que vraiment tous les employés participent et comprennent donc à la fois le monde qui les entoure, donc créer un discours, une communication soit avec leurs enfants, soit avec des proches, mais aussi au sein de l'entreprise. Pourquoi est-ce que, par exemple, on a racheté telle entreprise qui est une marketplace, comment est-ce que ça fonctionne, pour que les gens comprennent
comprennent en fait les différentes étapes dans lesquelles Pernod Ricard est en train d'avancer. Très bien, on arrive au bout de ce panel. Un petit mot de la fin pour chacun. Finalement, dans ces combats, donc Frédéric, qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir ? On a besoin de tout le monde, on a besoin de France Digital, on a besoin des annonceurs, des régies, tout le monde, ça a été dit, la Clean Data Room keynote d'avant, tout le monde cherche des gens qui font du SQL, du Python. Mais en fait, arrêtez de chercher là où tout le monde cherche, essayez de faire de la Blue Ocean. Ils sont là. Voilà, Blue Ocean Recruitment. Et puis surtout, dans vos équipes, si ça se trouve, si vous diagnostiquez qu'il y a des illettrés du numérique, vous pouvez diagnostiquer aussi qu'il y a des pépites, mais qui ne sont pas dans le numérique. Il y a peut-être quelqu'un à la compta ou une assistante qui en fait démonte des ordinateurs depuis longtemps ou sait faire du code. Peut-être que vous pouvez lui proposer un autre job aussi. Comment Simplon est financé? J'ai oublié de vous demander ça. À nous, tout est gratuit, donc il faut trouver quelqu'un qui paye, parce que rien n'est gratuit. Donc c'est soit Pôle emploi, les régions, l'État, quand on a la chance d'être en France, et on a vraiment de la chance, soit c'est la philanthropie, les GAFAM, ou la Banque africaine de développement, la Banque mondiale. Donc il faut trouver un tiers payeur. Maya? Alors, un nouveau micro pour dans 5 ans. alors un souhait. Alors, nous, on fédère chez France Digital une communauté de 500 DRH en start-up. Pour ceux qui n'en font pas partie, vous pouvez nous rejoindre. Et surtout, je propose que Frédéric vienne fouetter tout le monde à la prochaine réunion. Ah, super. Très bien. Pierre-Yves? Pour moi, le mot de la fin, j'insisterai sur cette partie de diversité. On a réussi à créer chez Pernod Ricard une équipe excellente. En 2 ans et demi, on est passé de 2 personnes. Il y a aujourd'hui 200 personnes qui travaillent sur la data chez Pernod Ricard. Et on a réussi à le faire avec d'excellents talents en ayant une équipe diverse en termes d'origine. On a plus de 20 nationalités. Il y a en France des gens qui ont du mal à trouver du job parce qu'ils ne parlent pas très bien français. Et on a d'excellents talents qui nous ont rejoints. Il y a des gens, j'aimais bien l'exemple, qui viennent de la finance et qui travaillent sur des cryptos. Et je n'aurais jamais pensé sur certains profils, et qui sont aussi excellents parce qu'ils font le pont entre un métier traditionnel, donc toute la partie structurée, légale, etc., et quelque chose d'innovant comme comment est-ce qu'on va gérer dans un corporate des crypto-monnaies. Et c'est cette diversité qui permet de croître vite, d'avoir des projets qui fonctionnent. Et en effet, je rejoins complètement ton point sur, en fait, il y a besoin de data scientists, mais pas tout seul, il y a des data analystes, il y a d'autres personnes qui sont autour pour faire fonctionner des projets de data. Et le fait d'aller se sourcer des profils dans la partie diverse, c'est vraiment un pari gagnant et qui fonctionne aujourd'hui très bien chez nous. Et moi, pour finir, dans 5 ans, ce que je souhaite, c'est que dans une conférence de ce type, on ait de toutes les couleurs, des gens avec des fauteuils, des gens avec des handicaps mentaux, et que ce soit normal. Merci beaucoup. Merci. Merci Geneviève.